Sylvie Benzoni, la directrice de l'Institut, Henri Poincaré. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence. Je vous remercie d'être là malgré le télescopage de calendrier avec d'autres événements à destination du public. Et donc en fait, je vais confier la tâche, puisque cet exposé est dans le cadre d'un trimestre thématique, je vais confier la tâche de présenter l'oratrice à l'un des organisateurs du trimestre. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Donc, je suis Bruno Galerne, professeur à Orléans, en mathématiques, un des organisateurs du trimestre, qui est les mathématiques de l'imagerie. Et aujourd'hui, on va faire une conférence qui n'est pas mathématique, mais plutôt informatique. On a la chance d'accueillir Marie-Paule Cagny, qui est en infographie. Donc l'infographie, qu'est-ce que c'est? Vous verrez, mais c'est la discipline en charge de la réalité virtuelle. Et c'est vraiment une discipline passionnante qui est à l'interface entre donc, l'informatique, les mathématiques, la physique également, et puis aussi en lien avec le milieu artistique. Et Marie-Paule Cagny est vraiment une experte reconnue dans ce domaine. Elle a une longue carrière à Grenoble. Elle a été titulaire de la chaire d'informatique et de sciences du numérique au Collège de France il y a quelques années. Et elle a rejoint l'École Polytechnique récemment. Donc voilà, je vais lui laisser la parole. Bonjour, merci pour l'introduction. Je pense que mon micro doit marcher, vous m'entendez bien? Voilà, donc aujourd'hui je vais donc vous parler de la création des mondes virtuels et donc de créer ces objets autosimilaires, comme par exemple des montagnes et puis des distributions d'éléments, comme par exemple de la végétation. Déjà, je voudrais commencer par revenir un petit peu sur l'histoire de l'humanité. En fait, les humains ont toujours voulu représenter le monde qui les entoure, représenter des formes, et même des formes en mouvement, bien qu'elles soient très difficiles à représenter avec les médias traditionnels. Et donc, sont nés le dessin, la peinture, la sculpture. Et effectivement, de nos jours, quand on veut créer ces formes, et en particulier ces formes en mouvement, on va plutôt utiliser en général de l'informatique graphique 3D. Alors en fait, l'informatique graphique, bien que je sois invitée par une conférence d'imagerie, l'informatique graphique, pour moi, c'est le contraire de l'imagerie. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une image que je vais traiter, je vais prendre des modèles mathématiques d'un monde virtuel qui n'existent pas, qui n'existent que dans notre tête, et on va essayer de les représenter sous forme d'une image de synthèse, qui en fait est une sorte de photo qu'aurait pris un appareil photo virtuel de ce monde qui n'existe pas. C'est ça la beauté pour moi de la chose. Voilà, et donc pour créer ces images, on va procéder en 3 étapes. On va faire de la modélisation géométrique, modéliser la géométrie de par exemple de ces montagnes ici, de cet océan. On va ensuite animer, décrire comment cette géométrie évolue au cours du temps, se déforme, se déplace, etc. Et puis on va faire l'étape qui s'appelle le rendu ou la synthèse d'images, c'est-à-dire par rapport à notre monde géométrique, ici ces petits immeubles, on va chercher à voir comment ils se projettent sur l'image, qui est en fait cette série de pixels vus par une caméra symbolisée par le petit œil. Et en fait, donc ça, ce rendu des images, c'est quelque chose qui aujourd'hui est assez bien résolu. On peut faire des images de synthèse extrêmement réalistes. Et ici, je vous montre la photo d'un monde virtuel qui date déjà de quelques années, qui a été fait par l'entreprise de jeux vidéo Crytek. Donc ça vous montre qu'il est difficile de distinguer de nos jours une image de synthèse d'un monde virtuel d'une photo d'un monde réel. Donc ça, aussi bien au niveau des objets, là vous voyez aussi au niveau du rendu la transparence des feuilles, il y a de la fumée, c'est quelque chose qui peut être en mouvement. Donc c'est vraiment des choses, ça comprend des millions de petits polygones. Tous ces objets sont représentés par des maillages triangulaires au moment du rendu. Donc vraiment la question qui se pose pour ces mondes virtuels, c'est comment on va les créer. Puisque une fois qu'ils sont créés, on peut effectivement, les machines d'aujourd'hui permettent de les stocker en mémoire, on peut calculer l'image de synthèse, on peut les afficher. Mais comment nous, les humains, on peut créer ces mondes? Alors on pourrait se dire, il suffit en fait de reconstruire le monde réel. Voilà, prenons par exemple un système multicaméra comme en haut pour reconstruire le mouvement de cette personne qui est sur une main, ou bien prenons des scanners ou des images satellites et puis reconstruisons la géométrie des bâtiments. Ok, mais si on fait ça, si on reconstruit de cette manière donc le monde réel, le problème c'est comment passer à l'échelle. Bien sûr, on ne va pas aller scanner chaque brin d'herbe, et pourtant dans une prairie, chaque brin d'herbe est en soi différent. Donc on ne va pas pouvoir scanner tous les éléments de notre monde, et quand bien même on le pourrait, comment pouvoir créer des choses nouvelles? Si vous voulez faire un film comme le film Avatar, où on va sur une planète qui n'existe pas, on voit des animaux et des plantes qui n'existent pas, il va bien falloir les créer.
Alors une autre possibilité pour créer rapidement ces millions d'éléments, ça va être ce qu'on appelle la génération procédurale. Ça veut dire demander à une procédure informatique de générer les éléments du monde. Et ce que vous voyez ici sur cette image, c'est un exemple de travail de thèse d'un de mes étudiants, Arnaud Emilien, quand il était encore que stagiaire en master recherche. On avait fait la génération de villages sur des terrains accidentés en utilisant des processus ponctuels, style Metropolis Hastings, pour ceux qui connaissent dans la salle. Voilà, pour aller avoir la synthèse de routes et de villages à la fois, puisqu'en fait, les maisons ont plus de chances de s'installer là où il y a déjà une route, mais les routes vont se créer pour aller jusqu'aux maisons, les routes sont réutilisées. Donc on avait mis en place une série de règles, et puis les villages allaient se créer sur ces terrains accidentés. Mais la question, c'est déjà, est-ce qu'on peut tout exprimer dans le monde qui nous entoure ou dans notre monde imaginaire sous forme de loi ? Et puis quel contrôle on va pouvoir donner de cette manière à l'utilisateur. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez tout exprimé sous forme de loi, là dans nos villages sur les terrains accidentés, on avait par exemple les églises qui cherchaient à se placer bien en vue sur les hauteurs, les châteaux dans des endroits escarpés pour ne pas être trop facile d'accès, etc. Mais après, il fallait paramétrer toutes ces lois, donc ça mettait un très très grand temps de paramétrage et de génération. Et donc finalement, dans l'utilisation pratique, c'est pratiquement jamais utilisé pour créer les mondes virtuels que vous pouvez voir, par exemple dans les films d'animation 3D, les jeux vidéo ou pour les simulateurs. En fait, 99% des contenus 3D que vous voyez à l'heure actuelle sont créés par modélisation interactive. C'est-à-dire des artistes infographistes qui vont utiliser des logiciels du commerce comme Maya, qui est le logiciel le plus sophistiqué qui est utilisé pour la création 3D, 3ds Max, Blender, qui est un tout petit peu plus grand public parce qu'il est accessible gratuitement, mais il faut quand même apprendre à l'utiliser. Et donc, ça veut dire qu'en fait, les utilisateurs vont apprendre dans des écoles d'infographie où ils ont des formations pendant 4 ans à utiliser les modèles mathématiques les plus sophistiqués qui ont été rentrés là-dedans pour exprimer la géométrie, avec tout leur degré de liberté compliqué. Chaque élément du monde devrait être créé morceau par morceau. Ces éléments devront être assemblés, puis devront être placés à la bonne place dans le monde virtuel. Et récemment, je parlais avec des gens qui créent des mondes pour les jeux vidéo d'Ubisoft et ils confirment qu'à l'heure actuelle encore, même dans les mondes où on va aller parcourir un immense monde virtuel, c'est des personnes humaines, c'est des artistes infographistes qui vont aller placer les touffes d'herbe, les arbres au bord du chemin, les pierres. Et comme ils sont au moins une bonne 50aine à travailler en parallèle sur le même monde de jeu, quand ils mettent tout en commun chaque nuit et quand une personne a changé de place la hauteur du terrain ou la route, celui qui avait placé les buissons doit replacer tous ces buissons pour pas qu'ils se retrouvent sous le sol le lendemain matin, etc. Donc vous imaginez le genre de choses qui est faite. Donc du coup, les artistes infographistes, ils ne se servent finalement pas de ces logiciels-là pour créer les contenus. En fait, quand ils veulent créer, par exemple ici, le visage de ce personnage, ils vont d'abord le dessiner avec un papier et un crayon. Donc revenir aux médias finalement traditionnels, le dessiner de face et de profil, parce que ce serait trop compliqué de le créer directement dans ces logiciels qui sont bourrés de menus et de sous-menus. Et si on voulait allonger le nez de ce personnage, il faudrait réfléchir à quelle est la chaîne de traitement qu'il faut faire, dans quel menu il faut aller pour aller faire cette opération simple. Donc il vaut mieux d'abord avoir créé, puis on recopie entre guillemets dans ces logiciels. C'est d'ailleurs la même chose dans les logiciels de CAO. Si vous faites un prototype de voiture, vous n'allez pas directement faire son design dans le logiciel de CAO, Katia ou autre, vous allez le créer d'abord avec un papier et un crayon. Alors on pourrait se demander si le média numérique ne pourrait pas de nos jours faire mieux. Parce que finalement, de nos jours, les gens ont plus facilement une tablette dans leur poche qu'un bout de pâte à modeler ou même qu'un papier, un crayon pour certains. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas revenir aux fondamentaux et se dire est-ce que le média numérique ne peut pas nous permettre aussi de dessiner, mais plus qu'un vrai dessin, il devrait nous permettre de dessiner en 3D. Dessiner en 3D, comme vous le voyez cet exemple ici, où c'est une sorte de sculpture qu'on dessine en même temps et qui à la fois prend une forme 3D. On pourrait dessiner non seulement des formes, mais aussi des mouvements en média numérique, puisqu'enfin on a un média où ça peut bouger. Et puis aussi, on peut s'affranchir des contraintes qu'on a avec le papier et le crayon. Par exemple, l'échelle du support. On peut se rendre nous-mêmes infiniment petits par rapport à ce qu'on est en train de créer, puisqu'il suffit de zoomer sur ce qu'on est en train de créer. On n'a plus de problème de taille de doigt, de taille d'outil. On va pouvoir défaire et refaire. Undo, redo. On va pouvoir copier, coller, dupliquer, même coller quelque chose qui va s'adapter à son nouveau support. Donc c'est des choses qui ne peuvent être faites qu'en virtuel et pas avec un papier, un crayon. Donc en fait, moi, ma recherche, toutes ces dernières années, je dirais depuis une dizaine d'années, ça a été vers cette modélisation 3D que j'appelle expressive. C'est là-dessus que portait ma chaire du Collège de France en 2015, si ça vous intéresse. Il y avait pas mal de cours en ligne avec cette chaire. Donc vraiment, comment on va pouvoir remettre cette création intuitive à l'intérieur des mondes virtuels?
Et donc dans cet exposé, je vais faire un rappel sur cette modélisation 3D que j'appelle expressive, c'est-à-dire comment on va pouvoir faire de la création, associer de la création par geste. Je parle de gestes de dessin, de gestes de sculpture, de gestes de copier-coller, et puis les combiner avec des modèles qui intègrent des connaissances. Parce que si mes modèles ils intègrent des connaissances, ils vont réagir de la manière attendue à mes gestes de création. Je vous donne tout de suite un exemple. Imaginons que je vais modéliser cet auditoire, cette salle ici devant moi. Donc j'ai modélisé ces tables, j'ai modélisé des humains virtuels là qui vous remplacent. Et puis je voudrais avoir une audience un petit peu plus large. Donc je décide de tirer un petit peu et avec un geste, je veux tirer et déformer mon auditoire. Est-ce que je veux que chaque humain devienne plus large ou est-ce que je ne voudrais pas que les tables deviennent plus longues mais que les humains se dupliquent et que des places nouvelles apparaissent et que des nouveaux personnages apparaissent? Vous voyez donc que c'est seulement en mettant des connaissances dans les modèles, j'ai des tables qui s'allongent et j'ai une distribution d'éléments qui sont les personnages, que je vais pouvoir avoir mon modèle qui va réagir de la manière attendue aux gestes de création intuitif. Donc c'est ça qui est la première partie de mon exposé, comment on rajoute ces connaissances. La plus grande partie de l'exposé, ça va être comment on va adapter ça au monde virtuel. Les mondes virtuels, par exemple, c'est des mondes virtuels qui sont tirés de phénomènes naturels, des terrains portant des cours d'eau et des cascades. Qui vont mélanger la création par geste et puis l'utilisation de connaissances qui viennent des autres sciences. On va aussi voir comment on va rajouter sur ces mondes virtuels de la végétation, c'est-à-dire des distributions d'éléments, et puis comment on va rajouter de l'apprentissage statistique pour pouvoir gérer et apprendre ces distributions sur des exemples. Alors je commence donc par la modélisation expressive, et on va commencer par réfléchir à quels sont les gestes qui vont nous permettre la modélisation 3D. Alors, comme je vous l'ai dit, donc, il y a eu une tendance en informatique graphique de se dire que ce qu'on voudrait, c'est vraiment reprendre les gestes dont l'utilisateur est habitué dans le monde réel. Et là, vous voyez deux exemples. Vous voyez un exemple qui bouge sur votre droite, c'est l'argile virtuelle. Donc cette argile virtuelle, elle avait été mise au point dans la thèse d'un de mes étudiants, Guillaume Dewel, et puis on l'avait ensuite étendue avec un postdoc, Paul Cray, pour pouvoir la contrôler grâce à une main virtuelle. En fait, vous voyez la main de l'utilisateur est posée sur une sorte de souris étendue avec des petits orifices pour les doigts, et quand on pousse et on tire sur ces capteurs de force, on va fermer et ouvrir les doigts de la main de l'utilisateur et on va sculpter en temps réel cette argile virtuelle. Donc là, on a reproduit la pâte à modeler en temps réel, simulation en temps réel dans le monde virtuel. Là, je n'ai pas la vidéo, mais en 2001 avait été inventée la peinture dans un monde de réalité virtuelle. Donc c'était ce qu'on appelait le cave painting, une cave en réalité virtuelle. C'est quand on projette des images, vous avez des lunettes, vous voyez tout en 3D, mais en gros c'est projeté sur les murs, sur le sol et sur le toit. Et puis vous voyez, votre position est captée en 3D, vous pouvez peindre comme avec un pinceau et un tube de peinture virtuel. Voilà, donc les premières tentatives, c'était comme ça inspiré du réel. Ensuite, on a rajouté un petit peu plus de connaissances dans les modèles pour faciliter la tâche de l'utilisateur. Donc là, vous voyez un autre exemple où on se dit, mais puisqu'un humain, quand il voit un croquis en 2D, il imagine tout de suite la forme 3D. Est-ce qu'on ne peut pas permettre à l'utilisateur de peindre en 2D ? On calcule ce qu'il faut, donc ici c'est une surface implicite basée sur des squelettes, et grâce à notre calcul, on va tout de suite gonfler en 3D la forme qu'a créée l'utilisateur. Donc ici, c'est des travaux qui utilisent un type de surface qu'on a mis au point et développé en informatique graphique, des surfaces implicites particulières à squelettes. Et au fur et à mesure qu'on rajoute des morceaux ici, les morceaux vont se mélanger entre eux et ils vont venir s'intégrer petit à petit à notre création. Donc on va pouvoir zoomer, on va pouvoir rajouter des détails plus petits. Et puis là, tout le monde, le grand public, je l'ai déjà fait essayer ce logiciel-là à la fête de la science à des élèves de primaire, tout le monde peut créer en 3D sans se poser de questions. Alors ici, les connaissances qu'on a mises dans le modèle sont assez limitées. En fait, chaque bout de forme qu'on crée, on va l'envisager comme la forme la plus symétrique qui correspond à cette silhouette. Donc on va mettre un squelette à l'intérieur, comme si on mettait un bout de fil de fer, et on va enrober ce squelette de quelque chose qui a une épaisseur constante en chaque point du squelette. Ça fait des choses qui sont limitées, mais des choses qui sont efficaces pour la création. Donc ça, c'est quand on crée une première ébauche de forme. Quand une forme est créée, on peut vouloir aussi la déformer. Et là, on va mettre en place des métaphores de sculpture, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Là, vous voyez une pâte à modeler qui est plus facile finalement à manipuler que l'argile virtuelle que je montrais tout à l'heure, parce qu'ici, l'outil ne va pas faire des traces de doigts. En fait, l'outil peut être plongé à l'intérieur de la matière et il va tirer avec lui une partie de la matière. Donc, c'est bien plus pratique. On n'a pas mis la gravité, ça ne va pas faire des traces comme la pâte à modeler.
Et on peut étendre cette argile virtuelle. Donc là, on avait un maillage qui s'adaptait aux déformations. On peut venir maintenant dessiner ou peindre sur ce maillage. Et au fur et à mesure qu'on va déformer cette argile virtuelle, finalement, on a maintenant un matériau qui n'existe plus dans le monde réel, une sorte de pâte à modeler sur laquelle on peut dessiner. Les couleurs ne vont pas se mélanger. Les arêtes vives vont rester des arêtes vives. Et on va pouvoir comme ça sculpter ce matériau imaginaire. Donc vous voyez, l'idée c'est vraiment que ces métaphores du monde réel, le dessin, la sculpture, on essaye de les mettre dans le monde virtuel, mais de manière imagée, ce qui nous permet de faire des créations, comme cette reine ici, qui seraient impossibles à créer dans le monde réel. Alors, puisque je vous vante des connaissances dans les modèles, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin ? Dans les modèles humains, il y a beaucoup de modèles qui sont des modèles qui ont des symétries partielles et des autosimilarités. Prenons par exemple le château, que vous voyez ici. Donc dans ce modèle de château, finalement, on peut, en l'analysant, on peut très bien voir qu'il a des parties qui sont autosimilaires, comme ces créneaux par exemple, et puis il y a des tours. Si trois murs sont liés, c'est une tour ronde qui va les relier. Si c'est 4 murs, c'est plutôt une tour carrée. Il faut qu'il y ait une entrée au château, etc., etc. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas, puisque dans le monde virtuel, on est finalement beaucoup plus libre que dans le monde réel, sculpter ce château comme si c'était de la pâte à modeler ? Donc, on va pour ça d'abord décrire ce château en donnant des règles. C'est-à-dire qu'on va le décrire comme si c'était des petits éléments d'un langage. Ça, c'est l'élément A, c'est cet élément avec des tours. Les murs, c'est le B. Voilà, des petits éléments, si vous voulez, d'un alphabet. Et en fait, on va se donner des règles, comme par exemple, ça reste un château valide si j'enlève l'élément B. Ça reste un château valide si je remplace A, c'est-à-dire les tours sans drapeau, par D, les tours avec drapeau. Et puis on peut insérer des éléments B. Donc on a comme ça, sur ces éléments qui ont des symétries et des règles locales, on peut avoir une série de règles. Maintenant, si simplement on se contentait en modélisation procédurale de tirer au hasard toutes ces règles et de les appliquer, on aurait quelque chose à la fin qui ne ressemble à rien. Donc vraiment le travail, c'est comment on rajoute le geste de l'utilisateur dans l'utilisation de ces règles pour faire de ce château une véritable pâte à modeler. Alors l'idée qu'on a eue, c'est en fait de mettre un modèle élastique sur le plan du château vu du dessus, un modèle élastique que j'ai appelé un modèle élastique mutable. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va tirer sur ces murs, ils vont s'agrandir un petit peu, mais ils n'ont pas le droit de s'agrandir trop. Au bout du moment où ils sont trop étirés, hop, un nouveau pan de mur va apparaître de manière presque invisible pour pas que les créneaux soient tout étirés, mais que des créneaux supplémentaires apparaissent. De même, si on plie un bout de mur, eh bien, on va voir un bout de tour qui va apparaître. Donc, je vous le montre tout de suite sur une vidéo. Donc, voilà l'utilisateur qui manipule finalement son château comme si c'était une pâte à modeler. Donc vous voyez que quand il va pouvoir joindre 3 murs, la tour devient ronde. Il va pouvoir couper comme quand il coupe un bout de pâte à modeler. Donc là, il joint à nouveau. S'il coupe, il faut qu'une porte apparaisse. Vous voyez ici, les tours sont apparues. Quand ça se déforme, des bouts de murs s'ajoutent. Et finalement, en quelques gestes, il va pouvoir sculpter une petite cité médiévale, on pourrait penser à Carcassonne par exemple, à partir de son château. Voilà, donc ça c'est une très bonne illustration des principes de la modélisation expressive. Bien sûr, dans mon équipe de recherche, on ne produit pas des logiciels, on produit des principes, des algorithmes, des modèles, et ensuite on les publie, et puis ensuite ils sont mis en œuvre par l'industrie. Voilà, donc là je vous ai présenté ces principes de modélisation expressive. Maintenant, on va discuter dans l'essentiel de l'exposé de comment cette modélisation expressive peut être étendue au monde virtuel. Donc les principes expressifs, je les ai schématisés en haut à gauche par le fait qu'on peut dessiner sur ce modèle de tête, par exemple, on peut les tirer, on mélange le dessin, la sculpture. C'est ça, ces idées de principe, avec des connaissances dans les modèles. Mais maintenant, les mondes virtuels, c'est quelque chose qui ont des spécificités importantes qui rendent ces principes, a priori, très difficiles à appliquer. D'abord, il y a une multitude d'éléments. Donc, une multitude d'éléments, ici, dans cet exemple, qui est une photo prise près de Grenoble, où j'ai été longtemps en poste, vous avez des arbres, vous avez des cours d'eau, vous avez des rochers. Chaque élément est différent. Ces éléments, beaucoup sont autosimilaires, mais chacun d'entre eux à la fois est unique. Ces éléments vérifient des règles. Donc il y a les règles à respecter, c'est des règles qui vont finalement agir sur leur forme, comme les lois de la biologie, la croissance des plantes, les lois de la géologie, les lois de l'équilibre statique, si on fait une pile de cailloux. Il y a les lois ensuite du mouvement, donc les lois de la dynamique, l'interaction entre les objets. Donc en particulier, ici, vous avez ces cours d'eau, et vous avez bien sûr le fait que ces cours d'eau doivent se déformer sans perte de matière. Donc il doit y avoir une conservation de la masse. Si deux rivières se joignent, il va falloir que le débit prenne en compte les débits qui arrivent des deux rivières.
Voilà, et donc ces éléments, c'est des éléments qui interagissent tous entre eux. Donc comment on va étendre la modélisation expressive? Alors on aimerait garder le même principe, c'est-à-dire que l'utilisateur puisse travailler par geste pour créer son monde virtuel et que les connaissances soient mises dans les modèles. On va, dans le cadre de cet exposé, je vais vous présenter deux types d'applications. On va parler des terrains et des cours d'eau, et on va voir qu'on réussit à combiner contrôle et aide au réalisme grâce au principe précédent. Et puis on va parler de tout ce qui est distribution d'éléments, avec surtout l'exemple de la végétation, mais ça peut être aussi les distributions de rochers et d'autres éléments. Et on va voir qu'ici, on va avoir besoin de faire de l'apprentissage à partir d'exemples sur des modèles statistiques. Alors déjà, parlons des montagnes. Comment font actuellement les créateurs de mondes virtuels quand ils veulent créer donc des terrains complexes avec des montagnes? Eh bien, en fait, les terrains sont représentés par une carte de hauteur. Donc, ce que vous avez typiquement, là, vous avez l'exemple de la Corse, ça va être une carte d'élévation. En chaque point de la carte, vous avez simplement l'altitude de votre point de terrain. Ce qui veut dire aussi que dans ces modèles de terrain, en général, il n'y a pas de surplomb possible. C'est des modèles qui sont uniquement ce qu'on appelle 2D et demi. Et puis, si vous avez un artiste infographiste, donc moi-même j'étais en sabbatique en Nouvelle-Zélande quand ils étaient en train de commencer à préparer le film Avatar chez Weta Digital, ils m'avaient invité à faire un exposé. Et donc, ils m'expliquaient qu'en fait, c'était quand même très très difficile pour leurs artistes infographistes de créer des terrains, puisqu'ils voulaient que, vu du point de vue de la scène, donc de l'endroit où ils allaient placer la caméra, la silhouette des montagnes ressemble à telle silhouette. Mais l'artiste infographiste, on lui demandait de peindre des cartes de hauteur, puis il fallait qu'il change de place la caméra. Déjà que pour peindre quelque chose qui ressemble à un terrain ou à une montagne, c'est quasiment impossible. Mais après, il fallait revenir se mettre sur la place de la caméra, regarder si ça convenait, retourner, etc. Donc c'était un des problèmes les plus difficiles pour eux. Donc à l'époque, on avait mis au point un système avec mon équipe de recherche qui permettait de dessiner ces montagnes entre guillemets à la première personne. L'idée, c'était de se dire, nous, on se déplace dans un monde virtuel, soit sur notre écran d'ordinateur, soit même avec un casque de réalité virtuelle, pourquoi pas. Et on aimerait, au fur et à mesure qu'on se déplace, redessiner les silhouettes de montagnes pour que du point de vue où on est, elles aient telle forme. Donc c'est le petit dessin qui est illustré, que vous voyez ici. Donc ici, là, il y a un terrain qui est déjà là. On va redessiner les silhouettes qu'on souhaite de montagne. Et ce qu'a fait notre première approche, c'est d'analyser ce croquis. Donc c'est un croquis bien plus compliqué que le simple croquis que j'avais montré tout à l'heure. Ici, c'est un croquis qui a des jonctions en T ici. Donc il y a plusieurs silhouettes les unes devant les autres et des jonctions en T. On l'analyse, on va trouver en fait par appariement quelles sont en fait dans le terrain existant les courbes qui ont le plus, qui vont faire une déformation minimale pour venir se plaquer à ce dessin, et on réussit à déformer notre terrain pour faire ça. Mais en faisant ça, est-ce qu'on respecte les règles de création d'un terrain, c'est-à-dire les règles de la géologie, les règles de l'érosion? Non, pas trop. Là, on n'a pas mis beaucoup de connaissances dans les modèles et finalement, même si ce travail a été publié, le terrain que vous voyez là, qui a été simplement déformé pour qu'il respecte une silhouette dessinée par l'utilisateur, il ne respecte plus les règles. Le grand avantage quand même, c'est que l'utilisateur, puisqu'on est parti d'un terrain réel, qui comportait plein de petits détails, qui étaient d'un terrain de la réalité, en faisant cette déformation, on a conservé le fait qu'il y ait plein de détails. Donc d'un côté, ce qui est bien, c'est que l'utilisateur n'est pas obligé de redessiner tous les détails partout, il va simplement faire cette déformation. Mais quand même, on était frustrés par cette chose-là. Alors on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à notre idée de sculpture? Finalement, les plaques tectoniques, c'est des objets physiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas sculpter les plaques tectoniques, les pousser en collision les unes contre les autres et voir émerger des montagnes? Et là, finalement, par rapport à notre sculpture virtuelle, où c'était devenu très compliqué de manipuler notre pâte à modeler virtuelle parce qu'il nous fallait une main dans le monde virtuel, là, pour des plaques tectoniques qui se collisionnent, ça devient beaucoup plus simple parce qu'il suffit qu'on prenne une de ces nouvelles tablettes qu'on appelle des tables multi-touch. On peut poser nos mains dessus et quand on pousse nos doigts les uns contre les autres, ça va créer des plaques tectoniques et ça va les pousser les unes contre les autres. Donc on peut interagir à main nue en 2D avec cette simulation de montagne. Et donc pour mettre au point ce modèle, on est allé voir un géomorphologue qui s'appelle Jean Braun, qui était en poste à Grenoble mais qui est maintenant à Berlin. Et donc il nous a expliqué finalement ce qui était pour lui l'essence des connaissances à mettre en place pour sculpter des montagnes. Donc cette croûte terrestre, elle est constituée d'une série de couches. Chaque couche, en fait,
va se déformer à volume constant, mais en même temps va se plisser au fur et à mesure qu'elle est compressée. Donc sur le petit schéma ici, vous voyez en fait les deux plaques tectoniques. Il y en a une qui passe en dessous, mais une partie remonte au-dessus, puis l'autre ici qui est plus statique. Et là, vous avez la faille principale. Et puis ici, donc la montagne ici va monter, elle va monter à volume constant. Ce qu'on appelle ici uplift, c'est en fait la poussée de la montagne. Mais en même temps qu'elle monte, il va y avoir un plissement qui va se faire. Et en fait, chaque couche de cette croûte terrestre va se plisser avec une longueur d'onde qui dépend de son épaisseur. Ça a été démontré par simulation, aussi bien par des géomorphologues qu'en informatique graphique pour d'autres types de matériaux. On avait trouvé finalement la même loi. Et donc, du coup, on a mis au point, puisqu'en fait, nous, dans notre sculpture, tout l'intérêt, c'est que l'utilisateur puisse contrôler en temps réel. Il n'est pas question d'avoir des modèles avec un long temps de calcul. Donc, ce qu'on a mis au point, c'est en fait ce qu'on appelle un modèle à couches qui va coupler tous ces phénomènes. Donc, on va avoir, chaque fois que l'utilisateur pousse sur ces plaques tectoniques, d'abord une première couche qui va se déformer comme un matériau plastique, donc à volume constant, donc qui va simplement s'enfler à volume constant. Ensuite, on va tenir compte du fait que finalement, on a une série de couches empilées et chacune de ces couches doit se plisser à une certaine longueur d'onde. Donc, puisqu'on le sait d'avance, ce n'est pas la peine de le resimuler à chaque instant par simulation. Il suffit qu'à chaque instant, on engendre finalement ces plis sur les couches des plaques tectoniques. Ensuite, du coup, en sommant finalement la déformation vers le haut qui nous est donnée par cette couche et puis celle qui nous est donnée par les plis, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle ici l'uplift, c'est-à-dire la vitesse verticale de la montagne. Et en même temps que la vitesse verticale de la montagne qui pousse le terrain vers le haut, on va simuler l'érosion. Et donc on simule en fait une érosion à grande échelle qui est modélisée par une équation différentielle qui était utilisée en géomorphologie, mais on a rendu simplement son algorithmique plus efficace avec mon étudiant en thèse Guillaume Cordonnier. Et donc, on a réussi finalement en temps réel à avoir ce terrain qui monte et puis qui en même temps s'érode. Alors, je vais vous le montrer sous forme d'une vidéo. Ici, les petits ronds que vous voyez, c'est les doigts d'utilisateur qui sont posés sur la tablette. J'espère que vous les avez vus. Quand ils ont été posés sur la tablette, ça a créé des plaques tectoniques et par le mouvement de ces doigts, l'utilisateur est en train de pousser les plaques tectoniques l'une contre l'autre et donc de créer des chaînes de montagnes. Voilà ce qui se passe vu en coupe, puisque c'est un modèle de terrain volumique. Vous voyez ici toutes ces couches qui se plissent en fonction de la longueur d'onde. Et au fur et à mesure qu'elles se plissent, elles s'érodent. Donc ce qui est vraiment très bien, là on va le voir en 3D. C'était la première fois que les géomorphologues pouvaient assister à la création d'une montagne. Ça vient de leur modèle, mais c'est vraiment, là on était très très fiers de pouvoir leur montrer la création d'une chaîne de montagne en 3D. Un procédé qui met tellement longtemps. Et puis vous voyez ici, finalement, quand on va se promener sur le paysage qu'on a créé, pour la première fois, on va voir finalement les falaises avec les couches géologiques du sol qui sont bien visibles à la surface des falaises, puisque c'est justement l'érosion qui a recreusé ces falaises et ça nous permet de mettre à jour les différentes couches. Donc là, vous voyez vraiment l'intégration de connaissances dans le modèle et le mélange avec des gestes de création intuitifs. Alors ce modèle, en même temps c'est joli, on peut le faire en temps réel, en même temps c'est un modèle qui est validé. Donc par exemple on peut comparer notre modèle aux côtes à la chaîne côtière de la Nouvelle-Zélande ou bien aux montagnes rocheuses aux États-Unis. Et donc on voit qu'on peut montrer qu'on a les mêmes propriétés que des terrains réels. Et puis vous avez aussi pour ces falaises ce qui se passe ici. Voilà, donc c'est vraiment des collaborations qui nous intéressent beaucoup, d'aller prendre les connaissances chez les scientifiques d'autres disciplines, les mettre dans nos modèles et trouver comment interagir avec ces connaissances, et avec notre contribution d'algorithmique qui est aussi comment rendre ces modèles calculables en temps réel, qui sont vraiment passionnantes. Alors maintenant, j'en arrive donc aux cours d'eau et aux rivières, parce que là, on a sculpté des chaînes de montagnes, on était à une échelle très très grande. Mais maintenant, supposez que vous vouliez faire un monde virtuel plus précis. Je reprends l'exemple du film Avatar que j'aime bien, parce que là aussi il y a des cours d'eau et des rivières et des chutes d'eau. On voudrait quelque chose de précis, on voudrait cette chute d'eau qui est ici par exemple. Comment on va pouvoir faire? Parce que même si on peut dessiner les silhouettes de montagne, les sculpter c'est à tellement grande échelle que ça va être encore moins utile, ce serait vraiment très indirect de sculpter les montagnes pour que la chute d'eau et les cours d'eau tombent pile là où on voulait et pour qu'on ait la chute libre là juste où on voulait. Et l'utilisateur, en même temps, il n'est pas capable, lui, de créer cette chute d'eau complètement à la main,
puisqu'il faut faire de la physique des fluides. Quand vous allez modéliser votre terrain, si dans les logiciels dont je parlais tout à l'heure, comme Maya, 3ds Max, Blender, il y a des parties simulation de fluide. Si vous faites couler votre fluide ensuite sur votre montagne, ça va aller à un endroit précis et vous n'aurez plus aucun contrôle. Donc on voudrait de l'aide pour le réalisme, mais que l'utilisateur fasse le design de sa chute d'eau. Voilà un problème vraiment intéressant pour nous. Alors ce qu'on a fait avec un de mes étudiants en thèse, Arnaud Emilien, c'est qu'on s'est dit, mais finalement, le contrôle que veut l'utilisateur et puis ce qu'on peut automatiser ne sont pas forcément tout le temps au même niveau. Donc on va essayer de les enchevêtrer. On va essayer de donner un peu de contrôle à l'utilisateur au niveau où il a envie de contrôler. Donc ici, ce que l'utilisateur aimerait faire, c'est se dire, ben voilà, je pars à peu près de ce terrain-là, il part d'un terrain très approximatif, je voudrais à peu près ça, mais je voudrais que le réseau de cascade soit ce dernier. Et le réseau de cascade ici, on lui a donné 3 crayons à l'utilisateur, un stylo vert avec lequel il dessine les cours d'eau qu'il souhaite en contact avec le terrain, un crayon rouge où il va dessiner tout ce qui doit être en chute libre, et puis un bleu qui va lui permettre de dessiner des bassins, des petits lacs, etc. Donc l'utilisateur, il est content de ce type de contrôle parce que ça lui permet perceptuellement de bien comprendre ce qu'il veut. Par contre, notre infographiste, il n'est pas très bon pour calculer les débits et à la main s'occuper de gérer les débits. Donc ça, on va avoir une partie informatique de notre système informatique qui va prendre ce graphe créé par l'utilisateur et puis sur ce graphe, rajouter des débits et calculer le débit complètement en cohérence pour voir si l'eau arrive à un endroit, si elle doit, donc elle repart bien sûr que là où c'est plus bas, comment ça va se partager, comment l'eau qui arrive va se partager en 2 ruisseaux ou pas, etc. Donc ça, c'est calculé automatiquement. Une fois que c'est fait, on redonne la main à l'utilisateur. Est-ce que l'utilisateur va préférer, finalement, quand il a tracé une trajectoire, il veut absolument ce qu'il a tracé. Bon, donc dans ce cas-là, s'il a tracé quelque chose au-dessus du terrain, il faudra que le terrain monte pour venir là où il a tracé. Ou est-ce qu'il veut bien qu'on projette ce qu'il a tracé sur le terrain au plus proche en minimisant la déformation du terrain? Ou est-ce qu'il veut projeter verticalement, mais peut-être rajouter automatiquement des lacets? Si vous mettez une rivière dans une plaine, typiquement, elle fera plus de boucles que si vous avez un rapide ou un torrent qui, lui, ira en ligne droite parce que son débit est plus important. Donc, on peut aider l'utilisateur à nouveau en calculant automatiquement une trajectoire raffinée, mais en lui laissant le choix de la trajectoire raffinée. Une fois que c'est fait, en fonction finalement de chaque petit segment que vous avez ici de votre trajectoire raffinée, sur chaque segment, on a le débit. On a le débit et on a la pente. En fonction de ça, on va être capable de creuser le terrain. Donc en gros, c'est les rivières. Ce qui est vraiment très original, c'est que c'est les rivières et les chutes d'eau qui vont creuser les montagnes, qui vont venir sculpter les montagnes. Donc les montagnes vont s'adapter automatiquement à ce que voulait l'utilisateur, de manière à ce que finalement ce terrain corresponde pile à ce qu'on voulait comme animation. Et comme ça, voilà, je dirais, tout le monde est content. Donc je vous montre finalement ce que ça donne au niveau de la création interactive. Donc déjà, ce que vous voyez ici, c'est l'utilisation du graphique 3D moderne, donc C++, OpenGL, un logiciel fait par un de mes étudiants, qui permet en temps réel de voir déjà, avec un rendu approché, ces chutes d'eau et ces rivières, et ça va permettre à l'utilisateur, même si ce n'est pas très réaliste, de sculpter en temps réel. Et donc en temps réel, l'utilisateur va rajouter, comme je vous ai dit, avec différents crayons, des parties qui sont en contact avec le terrain, en chute libre. Alors s'il a dit qu'il fallait que le terrain monte pour venir sur sa trajectoire, ce ne sera pas très réaliste. Si ça va couper la montagne, ce n'est pas très réaliste. Il peut aussi demander à ce que la rivière soit projetée au plus proche. Ce qu'il va pouvoir faire aussi, c'est rajouter progressivement des affluents. Donc, par exemple, ici, vous avez une toute petite chute d'eau en bas, donc il voudrait une chute d'eau plus grosse. Donc là, l'utilisateur est en train de dessiner progressivement des affluents. Et comme les débits sont calculés, toute la cohérence est traitée en temps réel, vous voyez au fur et à mesure la chute d'eau du bas qui va se compléter avec tous les affluents, chaque fois en cohérence. Voilà, avec bien sûr tous les petits éléments qui sont rajoutés. Puis pour valider, on a pris une photo d'une des chutes de la Réunion qui s'appelle la chute du trou de fer, que vous avez là à gauche. Et les artistes infographistes de mon équipe ont créé en 1/4 d'heure, 20 minutes la même scène avec notre système de dessin, alors qu'il aurait fallu, je ne sais pas combien de temps, enfin plusieurs jours au moins, avec les logiciels du commerce. Donc ça, c'est une validation, montrer qu'on peut finalement, avec nos nouveaux outils, créer bien plus facilement qu'avec les méthodes standards. Donc voilà pour la combinaison des terrains et des chutes d'eau. Alors maintenant, j'arrive à la partie sur les distributions d'éléments, puisque là, il y a de la végétation, mais je ne vous dis absolument pas comment elle peut être créée. Donc notre premier travail, un petit peu ancien sur la végétation, ça a déjà été de permettre le dessin d'un arbre.
Ça peut paraître un problème simple, mais ce n'est pas un problème si simple. Sur un arbre, vous avez des milliers de branches, des milliers de sous-branches, vous avez des tas de feuilles. Imaginons que vous ne vouliez pas un arbre stéréotypé, parce que dans ce cas-là, on pourrait prendre un modèle, simplement tirer des lois statistiques de la biologie, vous n'auriez aucun contrôle. Si maintenant vous voulez un olivier tout tordu, que vous imaginez, que vous avez vu dans le jardin de votre grand-père, vous avez une idée précise de sa forme. Comment vous allez faire pour le créer ? Même si on a des systèmes de dessin, comme le système de dessin que j'ai montré tout à l'heure, si vous devez faire un trait de dessin pour chaque branche, chaque sous-branche et chaque feuille, ça vous prendra déjà beaucoup trop de temps. Donc comment en quelques minutes on peut faire un arbre qui correspond à notre design et qui correspond aussi aux règles de la biologie, parce que finalement si on pouvait tout créer à la main, on n'est pas biologiste, notre arbre il tiendrait sans doute pas debout. Donc ici encore, on va s'inspirer de la manière dont les créateurs, dont les dessinateurs vont créer un arbre. Quand on est un artiste et qu'on crée un arbre, notre inspiration, l'artiste il va commencer par ébaucher la forme grossière de l'arbre. Et une fois que c'est fait, il va venir ajouter des détails de plus en plus précis jusqu'à ce qu'il ait fini son dessin. Un arbre, c'est une forme fractale, elle est autosimilaire aussi à différentes échelles dans une certaine mesure. Et donc, on va pouvoir exploiter cette autosimilarité. Donc, nous, notre idée, ça a été de combiner ce dessin, mais en le rendant multi-résolution. Donc, ça veut dire que pour l'artiste, si vous voulez, quand il a rajouté ces détails, il a dû les rajouter partout, finalement. Alors, pas complètement partout, mais assez pour que ça nous évoque tout ça. Mais maintenant, en numérique, si j'ai rajouté des détails de feuilles ici, si c'est similaire à l'autre bout de l'arbre, c'est peut-être pas la peine de les rajouter à l'autre bout. Et on va exploiter ça de manière massive pour créer notre arbre. Alors plus précisément, voilà comment ça va marcher pour créer un arbre depuis un dessin 2D. Donc on va déjà, plutôt que de demander à l'utilisateur de dessiner les branches, l'utilisateur il a peu d'idées de la structure de branchement d'un arbre. A priori, c'est beaucoup plus simple de lui permettre de dessiner la silhouette, parce que déjà il va faire un trait pour le tronc, puis il va faire un seul trait pour la silhouette, et comme un enfant qui dessine un arbre, on sait très bien faire ces petites bosses qui indiquent en gros la forme de l'arbre. Depuis ça, on va automatiquement laisser le squelette inférer, trouver finalement le système de branchement. Alors pour ça, on s'est basé, j'avais parlé des squelettes pour les formes tout à l'heure, quand je vous ai montré le petit bonhomme qui était dessiné en peignant, je vous ai dit on met un squelette comme en fil de fer à l'intérieur qu'on enrobe, on va faire un peu la même chose. Mais ce squelette, on s'est inspiré des lois de la biologie. C'est-à-dire si on prend simplement, pour ceux qui connaissent, l'axe médian du contour 2D, eh bien l'axe médian, il n'aura pas des branchements qui correspondent au branchement d'un arbre. Donc on garde juste les extrémités des branches de l'axe médian, et ensuite on va utiliser des connaissances tirées de la biologie sur les angles de branchement dans ce type d'arbre, vous voyez l'angle ici par exemple en vert, pour venir ici calculer finalement des choses qui sont, donc en fait en gros c'est une optimisation, les branches elles vont se placer sur le tronc là où ça part avec le bon angle, et ça optimise la longueur pour aller au point qu'il faut atteindre. Une fois que c'est fait, donc ça c'est calculé automatiquement, l'utilisateur peut donc modifier ses angles de branchement, on va lui calculer automatiquement des lignes de construction. Et il va pouvoir venir zoomer sur une seule de ces lignes de construction, puisque l'arbre est autosimilaire. Ensuite, il va dessiner une nouvelle silhouette, exactement de la même manière, éventuellement indiquer l'angle de branchement s'il a changé, et ainsi de suite, il va zoomer sur une sous-partie jusqu'à ce qu'il arrive à dessiner une feuille. Quand il aura dessiné une ou plusieurs feuilles sur une seule sous-partie, il aura qu'à faire un pas en arrière, faire un zoom out, et pendant qu'il fera ça, les feuilles vont être dupliquées en 3D. Alors c'est fait par des modélisations statistiques, c'est-à-dire qu'on va calculer les statistiques de la répartition des feuilles sur chaque branche et chaque sous-branche, et on va reproduire les mêmes statistiques sur les autres branches. On utilise ces statistiques, on utilise aussi des règles de perception, c'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un dessine un arbre, il ne dessine jamais les branches qui viennent vers lui, ni les branches qui vont vers l'arrière. Donc ces branches-là, on dessine que les branches qui vont dans un certain angle sur le côté. Donc du coup, on rajoute en plus, on répartit les branches dessinées, non pas dans un plan, mais sur ces angles, et ensuite on en rajoute devant et derrière. Et donc du coup, on va avoir l'arbre qui est créé en 3D de manière très simple. Donc je vous le montre sur une petite démonstration. Voilà la silhouette, là, en temps réel, l'utilisateur dessine sa silhouette. Quand il zoome, il a ses lignes de construction qui sont tracées. Il va redessiner une silhouette pour un système de sous-branches. Donc les statistiques sont calculées de répartition des branches au fur et à mesure qu'il fait ça, et ce à chaque échelle, puisqu'en fait ça peut être différent d'une échelle à l'autre. Et puis ici, on va recalculer la même chose. Il va dessiner finalement un exemple de feuille. Le temps qu'il fasse son zoom out, ces feuilles vont être dupliquées en 3D, ces branches vont être dupliquées. Et finalement, en quelques instants, on va avoir un arbre 3D
qui correspond aux règles de la biologie. C'était en fait une collaboration avec des chercheurs du CIRAD, des biologistes à Montpellier, et l'équipe INRIA Virtual Plant à Montpellier. Donc un arbre 3D qui correspond aux règles de la biologie et au dessin d'utilisateur, finalement créé en quelques instants. Donc là, vous voyez un autre exemple avec un eucalyptus et puis avec un épineux ici. Voilà. Alors, ces distributions d'éléments, on les a retrouvées quand on a voulu peupler nos mondes virtuels de végétation. Pour l'instant, quand on avait un seul arbre, c'était juste la distribution des sous-branches le long d'une branche. Maintenant, dans un monde virtuel, en général, j'aimerais placer ici des rochers, des touffes d'herbe et puis des arbres partout sur mon monde virtuel. Et là, je reviens à ce que je vous ai dit au début. En discutant avec les gens des boîtes de jeux vidéo comme Ubisoft, c'est encore fait largement à la main, cette tâche-là. Alors nous, en 2015, on a mis au point une méthode pour résoudre ça. On s'est dit, mais voilà, il faudrait que l'utilisateur puisse donner un tout petit exemple de ce qu'il voudrait. Donc il n'a pas besoin de le décrire par des règles, c'est ça la différence avec la modélisation procédurale, il le décrit par l'exemple. Dans son exemple, l'utilisateur, il a placé 8 arbres, il a mis les touffes d'herbe, mais pas sous les arbres, à l'extérieur des arbres, là où c'est plat, les arbres sont là où c'est assez plat, et sur les plantes, il a placé des éboulis, pour cet exemple, des cailloux. Et ce qu'on va en fait apprendre les statistiques finalement de cet exemple et les placer dans une palette. Finalement, on a fait l'analogie avec un logiciel de dessin, de peinture. Dans un logiciel de peinture, vous avez des pinceaux et vous allez piocher dans votre palette, puis vous allez peindre des grandes surfaces avec votre pinceau. Là, on voudrait faire la même chose, mais avec des distributions statistiques. Finalement, cette distribution statistique qu'on apprend sur ce petit exemple, c'est comme une couleur. Une seule couleur, c'est cette distribution dans ma palette. Et quand je vais peindre avec cette couleur, partout dans mon monde virtuel, ça me mettra des cailloux là où il y a des pentes, des arbres là où c'est plat et des touffes d'herbe là où c'est plat aussi, en dehors des arbres. Donc ce qu'on a mis en place, c'est l'utilisation donc de ces techniques d'apprentissage statistique. C'est en fait des processus, on appelle des processus ponctuels. Et puis on va là-dessus rajouter une variété d'outils. Pipette, c'est pour apprendre une distribution et puis pouvoir la reproduire sur un pinceau. Le pinceau, un dégradé entre deux couleurs, donc entre deux distributions, et puis déplacer et étirer des parties. Alors je vous en dis un petit peu plus sur le modèle statistique qui est derrière. Comment ça marche ? Imaginons qu'on veuille apprendre par exemple la distribution, une distribution simplement d'arbres. Donc dans ce cas-là, on va regarder autour de chaque arbre. Dans notre exemple, on va compter dans une série d'anneaux autour de l'arbre le nombre d'arbres qu'il y a dans un anneau. On compte ça à différentes distances et on en tire un histogramme. Donc pour chaque rayon de l'anneau autour de mon arbre, on va compter le nombre d'arbres qu'il y a tout autour. On va avoir par exemple ça. Puis si on regarde, si on peut faire un histogramme pour la corrélation par exemple entre les arbres et les maisons, en imaginant qu'il y ait des maisons. Donc en fait pour chaque couple de types d'éléments de nature différente, on va calculer un histogramme qui modélise leur corrélation. Donc autour d'un élément d'un type, combien il y a des éléments du même type ou d'un autre type autour de lui. Ce qu'on a fait dans notre modèle, c'est qu'on a tenu compte du fait que les exemples de l'utilisateur sont tout petits. Et donc, une partie de ces anneaux peuvent être à l'extérieur de la zone qu'a sélectionné l'utilisateur. Donc, du coup, il faut tenir compte de ça dans nos statistiques. Donc, c'est ce qu'a notre modification mathématique. Et on a aussi fait des histogrammes qui sont fonction de l'angle, de manière à pouvoir faire des alignements d'arbres le long des routes. Vous allez les voir tout à l'heure. Ensuite, on avait envie aussi dans notre palette de pouvoir faire des gradients entre les couleurs. Donc là, vous avez une première distribution statistique, c'est la distribution à peu près uniforme de sapins que vous avez ici, assez dense. Puis on a une deuxième distribution, c'est des petites îles, et sur les petites îles, il y a quelques sapins, mais pas beaucoup. Donc on voudrait que de ce côté-là du monde virtuel, on ait notre forêt dense, et de ce côté-là du monde virtuel, on ait une myriade de petites îles avec pas beaucoup de sapins. Comment on va pouvoir engendrer un intermédiaire entre les deux ? Donc, dans les outils de peinture du grand public, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'outil gradient entre deux couleurs. Alors, on pourrait se dire intuitivement qu'on fait juste un fondu enchaîné entre nos deux histogrammes. Mais si on fait ça, ça ne va pas du tout marcher. C'est-à-dire, si on fait un fondu enchaîné entre nos histogrammes, si par exemple, on avait, donc imaginons que ça c'est le premier, donc on avait un histogramme ici qui représentait l'une des distributions, puis l'autre histogramme là, si on en faisait le fondu enchaîné, on verrait finalement quelques arbres qui apparaissent au milieu, ceux-là qui disparaissent, on n'aurait pas du tout quelque chose ici qui perceptuellement correspond à un intermédiaire. Ce qu'on a vu, c'est qu'il fallait en fait faire un transport de masse optimal dans le monde des histogrammes
pour réussir à résoudre ce problème. Et qu'est-ce que c'est que le transport de masse optimal? De manière tout à fait intuitive, c'est comme si vous aviez des tas de sable ici, et vous cherchez de manière optimale comment déplacer le sable de ces tas, de manière à aller, en vous fatiguant le moins, de ces 2 tas de sable à ce tas de sable qui est ici. Et ça, par contre, on a vu que perceptuellement, ça donne exactement ce qu'on voudrait. On pourra en parler en termes plus mathématiques, hein. Là, c'est un exposé que j'espère accessible à tout le monde. Alors, je vous montre donc l'utilisation de ces outils. Là, on a donc fait un outil pipette sur un exemple créé par l'utilisateur, et on va le copier partout, puis on peut le peindre avec un pinceau. Mais vous voyez, ce pinceau, il ne fait pas la même chose partout. Il va créer finalement ces distributions d'arbres là où c'est plat. On peut aussi déplacer les éléments qu'on a créés, et puis on va mettre des éboulis là où il y a des pentes. Donc finalement, ça peut se déformer quand on déplace des éléments. Ici, vous voyez une illustration de l'outil gradient entre une distribution dense et puis des petites îles. Ici, vous voyez le pinceau qui est utilisé. On est en train d'utiliser ça en pinceau, mais on peut même faire un pinceau lui-même de type gradient, qui au centre va déposer des arbres plus denses, et puis sur les côtés va déposer des petites îles avec un petit peu moins de distribution. Quelque chose de très intéressant, c'est la déformation. Vous savez que j'aime beaucoup la sculpture virtuelle. Si je tire sur mon petit monde virtuel, il faut que ça bouche les trous pour que ma distribution devienne partout pareille. Donc on va le compléter. Et enfin, on a fait du travail pour essayer de généraliser ça à des graphes, comme des graphes de rivières et de routes. Et vous allez le voir un peu sur quelques exemples tout à l'heure. Donc là, vous voyez l'exploration finalement des mondes virtuels qui sont créés. L'avantage, c'est que c'est nulle part pareil. Ça répond simplement aux mêmes distributions statistiques. Ici, vous allez voir des routes, des alignements de maisons le long des routes, des arbres un petit peu plus alignés le long des routes. Donc ça montre qu'on a réussi dans une certaine mesure à le faire pour les graphes, mais c'est un travail un petit peu à reprendre pour les graphes. Alors là, vous pourriez me dire, oui, mais c'est un petit monde virtuel jouet, ça ne va pas servir dans la réalité. Regardez ce qu'on a fait ensuite après. On a fait ensuite la même chose, mais pour apprendre et synthétiser des écosystèmes. Parce qu'on s'est dit, effectivement, un utilisateur, lui, ne connaît pas vraiment la redistribution d'arbres qui va vraiment correspondre à un écosystème réaliste. Mais par contre, on peut très bien l'apprendre de la manière suivante. Eh bien, imaginons qu'on est en entrée un terrain, et sur ce terrain, on va grouper les zones du terrain qui ont les mêmes caractéristiques en termes d'altitude, d'ensoleillement, de nature du sol. Et donc, toutes les zones qui ont les mêmes caractéristiques sur le terrain, on va les mettre de la même couleur et on va les grouper dans un certain nombre de clusters. Donc, ces clusters, c'est des groupements de zones du terrain qui ont les mêmes caractéristiques, donc il devrait y avoir le même écosystème sur ces zones du terrain. Une fois qu'on a fait ça, sur ces zones de terrain qui sont séparées, on va faire une mini-simulation. Simulation de croissance de plantes, parce que les plantes, elles partagent des ressources, elles dépensent l'humidité qui est dans le sol, elles partagent les ressources en termes d'humidité, mais aussi d'ensoleillement, les ressources nutritives, elles sont en compétition. Donc on peut faire des mini-simulations, et on va apprendre finalement les statistiques, non pas sur des exemples créés par l'utilisateur, mais sur les résultats de simulation. Ça va nous permettre finalement de faire des terrains qui vont ressembler vraiment, beaucoup plus réalistes. Là, vous voyez par exemple un écosystème méditerranéen, le Grand Canyon, avec peut-être un peu plus de végétation qu'à l'heure actuelle, et puis la savane africaine ici, de ce côté. Alors, je vous en dis... Ah non, je n'ai pas tellement de détails là-dessus. Bon, alors, qu'est-ce que... Si, quand même. Alors, les détails que je veux donner, c'est dans la simulation d'écosystème, ce qui est intéressant quand on modélise un arbre, c'est qu'en fait, il faut tenir compte de sa canopée, c'est la partie de l'arbre qui est au-dessus, mais aussi de l'étendue de ses racines. Donc, en réalité, dans la simulation, un arbre, c'est un point, mais qui est muni de 2 disques autour de ces 2 points. Et il est en compétition avec les ressources, là où ces disques s'intersectent, que les ressources soient la lumière ou bien la dépense des ressources dans le sol. Donc, on fait des mini-simulations. En fait, les simulations, elles sont sur des petites zones de 100 mètres par cluster. Donc, en fait, c'est des petites particules qui représentent des plantes, qui ont donc ces 2 disques autour d'elles, qui sont en compétition. Et puis, il y a des plantes vont mourir. Toutes les saisons, les plantes vont envoyer des graines autour d'elles. C'est de la simulation d'écosystèmes classiques, comme le font les biologistes, d'accord, qu'on a mis en place ici. Une fois que ces choses-là sont faites, on va donc apprendre les statistiques, donc par le même modèle qu'on a pris dans WorldBrush, c'est-à-dire les processus ponctuels avec les méthodes qui s'appellent Metropolis Hastings pour aller resynthétiser des distributions qui ressemblent. Et puis donc une fois que c'est fait,
l'utilisateur, donc, il peut avoir, par exemple, ici, comme dans cette image, il a mis ses caméras deux caméras ici sur la savane africaine. Il a comme ça une savane africaine très très grande avec cette plante. Mais il peut aussi agir. Et par exemple, la savane africaine, on sait qu'elle est détruite par les hommes et par les grands animaux. Donc du coup, avec des pinceaux, il ne va pas détruire le réalisme, il va simplement dire dans cette zone, il y a eu un feu. Donc en fait, les plantes qui sont là, elles n'ont que 10 ans par exemple, parce qu'il y a eu un feu il y a 10 ans. Donc il va pouvoir, ou alors ça a été détruit par les humains, donc il va pouvoir rajouter, modéliser finalement l'action de l'homme ou des animaux. Et il va pouvoir avoir quelque chose qui correspond mieux à ce qu'il veut modéliser. Donc en combinant ces apprentissages statistiques sur des simulations et puis un contrôle à haut niveau sur l'âge, la densité. On peut aussi modéliser le fait qu'on ait fait une reforestation. Dans ce climat, on a replanté telle plante à telle date, 50 ans plus tard, donc on apprend sur le bon écosystème, voilà ce qu'on a avec nos pinceaux. Voilà un petit exemple de résultat, juste pour s'amuser à parcourir ces grands mondes virtuels. Je ne sais pas si ça ne démarre pas directement. Voilà, juste pour vous montrer qu'en fait, c'est des mondes virtuels qui sont très grands, avec partout des écosystèmes cohérents, et que voilà, il vaut mieux les faire créer automatiquement plutôt qu'avoir un humain qui vienne les créer, à la main. Voilà. Dans notre solution, on l'appelait EcoBrush. Voilà, ça c'est ce qu'on a les petits teasers qu'on montre aux conférences internationales. Donc ça, c'était à la conférence Orographics en 2017. Voilà. Donc, pour vous en dire un petit peu plus, et puis pour voir où ce travail nous a mené. Finalement, là, quand on a utilisé nos processus ponctuels, on a fait de l'apprentissage sur des distributions de points. Or, je vous ai expliqué, mais il y a un problème pour les arbres, c'est des distributions de disques. Et au moment où on en fait la synthèse, on est un petit peu embêté parce que ces arbres, ou bien il y a certains arbres qui ne peuvent pas être à l'ombre l'un de l'autre, si je garde que la canopée, mais certains arbres, certains buissons ne vont pousser au contraire qu'à l'ombre d'autres arbres. Et si on n'apprend que sur des processus ponctuels, ça ne peut pas convenir pour ces écosystèmes. Dans l'article EcoBrush dont je viens de parler, on avait vraiment fait une solution très simple pour régler ce problème. C'est-à-dire que ce qu'on avait fait simplement, c'est qu'on avait rajouté, on avait dit, voilà, quand les arbres ne se touchent pas, pareil, on va calculer simplement la distance entre les disques. Voilà la distance entre les disques par des bins. On compte les disques à chaque distance. Par contre, on va rajouter simplement 3 bins dans l'histogramme, c'est-à-dire 3 petites colonnes dans l'histogramme, qui vont être une colonne pour tous les gens qui s'intersectent, mais à moins de la moitié, c'est-à-dire le tronc des arbres ne sont pas rentrés sous la canopée de l'autre arbre. Ensuite, un autre où on compte les arbres dont le tronc de l'un est rentré dans l'autre, et enfin, on compte les arbres qui sont entièrement sous l'autre. Et on a juste rajouté quelque chose de très simple comme ça. Ça nous a permis d'avoir des premiers résultats que vous venez de voir, qui comme ça paraissaient réalistes, mais on sait bien que ce n'était pas réaliste. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a amélioré avec un de mes étudiants en thèse récemment, qui s'appelle Pierre Écormier, puis avec ma collègue Pourane Memari. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord, on s'est tourné vers des distributions qui sont normalisées, ce qui s'appelle les PCF, les Pair Correlation Functions. Donc là, en fait, les distributions d'éléments sont données par une densité et par une fonction continue. Et c'est beaucoup plus robuste qu'un histogramme. Et l'intérêt, c'est que c'est facile à interpréter, ces représentations continues. Donc je vous l'explique tout de suite. Là, on a une représentation complètement aléatoire, comme ici. Finalement, la courbe qui va représenter dans cet espace normalisé le PCF, ça va être simplement quelque chose de plat. Si on a une distribution qui est uniforme, ça veut dire qu'il n'y aura rien avant une certaine distance. Donc il y aura un certain pic à cette distance-là, qui est la distance minimale entre deux points. Et ensuite, ça va faire, à distance régulière, des petites bosses qui vont s'atténuer, qui représentent en fait les points qui sont à 2 fois cette distance, 3 fois cette distance, et puis après, finalement, tout ça va s'équilibrer. Et puis par contre, s'il y a des clusters, par exemple, vous avez des petits bosquets d'arbres sur votre terrain, puis entre ces bosquets d'arbres, il n'y a rien du tout, alors il va y avoir 2 bosses dans l'histogramme. Donc là, la première bosse est tellement grande qu'on ne la voit pas. Mais imaginez ici, vous avez une première bosse, c'est en fait la distance minimale entre ces 2 arbres très proches, et vous avez une deuxième bosse qui est la distance entre les bosquets. Donc pour quelqu'un qui interprète ces courbes, c'est très facile à interpréter. Et puis, c'est normalisé dans le sens que c'est indépendant de la densité. La densité, elle est donnée par ailleurs. Alors nous, ce qu'on a fait pour pouvoir tenir compte, on est à l'intérieur de cette solution-là, mais il a fallu qu'on tienne compte des distances perceptuelles entre disques. C'est-à-dire que pour nous, les humains, ce qui va être important dans les disques, c'est ces différents cas qui sont finalement des cas d'école qui sont importants. Ça va être, est-ce que ces disques, ils vont
être complètement à l'intérieur l'un de l'autre? Est-ce qu'ils vont être tangents internes? Est-ce qu'ils vont être en intersection, par exemple avec lui bien centré, tangents externes, ou est-ce qu'ils vont être à l'extérieur? Et on a mis au point une nouvelle type de distance entre les disques qui reste en dimension 1, mais qui va permettre en fait de renormaliser cette métrique pour distinguer de manière bien précise ces cas qui perceptuellement vont être vraiment très très importants. Donc en fait on s'est arrangé pour que dans notre distance, quand on est dedans, ça va être une valeur qui est plus petite que 1. Quand on est pile tangent interne, c'est une valeur égale à 1. Quand le centre d'un des disques est pile au bord de l'autre, c'est une distance égale à 2. Quand on est tangent externe, c'est égal à 3, et dehors, c'est plus grand que 3. Je ne vous ai pas mis la formule, mais la formule, elle se calcule en fonction de l'extinct en rouge qui est marqué là. Donc c'est en fait là, c'est l'union et l'intersection. L'extinct et l'overlap, c'est l'union et l'intersection des parties de rayons. Avec les deux rayons, l'extinct et l'overlap, on calcule la formule de la distance. Alors une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a pu faire ça, eh bien, du coup, on a pu apprendre des distributions de disques de manière vraiment pertinente, et y compris des distributions de disques qui sont les unes sur les autres. Donc là, vous voyez des exemples. Là, c'est une vraie photo de gouttes. Donc là, vous voyez qu'il ne faut surtout pas que les disques soient en contact, sinon ce serait plus valide. Et il y a une distribution précise aussi des tailles. Et là, c'est ce qu'on arrive à synthétiser avec notre nouvelle méthode de synthèse, avec ces distances normalisées. Là, voilà un exemple intéressant, amusant. Vous faites un goûter d'anniversaire d'enfant avec des pommes, des Smarties et puis des bols. Il y a des formes qui sont les unes dans les autres. Elles doivent rester les unes dans les autres. Donc, vous voyez ce qu'on a synthétisé, c'est perceptuellement similaire. Ça ne veut pas dire que c'est similaire. Par exemple, là, vous voyez aucune assiette avec 2 pommes, alors que là, il y a une des assiettes où il y a juste 2 piles de pommes, par exemple. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on apprend, ces distributions perceptuellement similaires. Et bien sûr, on les a appris pour ces distributions d'arbres et de plantes. Donc voilà un cas un peu jouet, où vous avez des champignons qui doivent être forcément à l'ombre des arbres et des touffes d'herbes qui sont forcément hors des arbres. Donc la distribution vue de dessus, c'est ça qu'on veut. Quand on la prend, voilà les PCF normalisés avec nos nouvelles distances qui sont appris. Donc là, vous avez tous les éléments et toutes leurs corrélations qui sont appris par ces courbes, et voilà ce qu'on peut synthétiser. Et bien sûr, on l'a fait marcher sur des écosystèmes. Donc là, c'est un écosystème qui est bien plus valide que celui de la publication précédente. Donc ça, c'est ce qu'on va montrer cette année à Eurographics. En conclusion, donc j'espère que je vous ai montré que la modélisation expressive, c'est un petit peu un nouvel espace des possibles pour nous les humains qui imaginons des formes en mouvement, et on veut les exprimer, on veut visualiser son imaginaire sous forme d'un monde virtuel. Eh bien, on va pouvoir beaucoup plus facilement, j'espère un jour le grand public ou les scientifiques d'autres disciplines pourront le faire, ébaucher, raffiner, tester et puis des fois fabriquer ce qu'on a imaginé. Donc c'est une dimension ludique, mais c'est aussi un outil très important pour la science. Comme je l'ai montré dans ces présentations, on a travaillé avec des scientifiques d'autres disciplines, en botanique, en géologie. Et on aimerait bien faire des mondes virtuels aussi d'autres dimensions parce qu'ils sont très intéressants et encore plus intéressants que le monde virtuel à notre échelle. En travaillant avec des biologistes ou avec des chimistes, travailler sur des structures déformables à des échelles beaucoup plus petites. Le système de modélisation du futur que je vois pour créer ces mondes virtuels, entre guillemets, de n'importe quelle échelle, ça va être qu'il va nous falloir de quoi créer des distributions multi-échelles de formes qui peuvent être 1D, 2D ou 3D et qui vont s'agencer les unes avec les autres. Et puis ces formes, elles doivent bouger et se déformer au cours du temps, donc il faut travailler sur la synthèse du mouvement des déformations. Et les hypothèses, les connaissances a priori des scientifiques, ce serait bien de les ajouter à la volée. On peut ajouter les connaissances, des formations à volume constant, comme dans les exemples que je vous ai donnés, ou des choses comme ça, mais on peut aussi les montrer à partir d'exemples quand c'est plus propice. Enfin, au final, on entend beaucoup parler de l'apprentissage profond. Moi, je vous ai montré ici que l'apprentissage sur un exemple. À quoi ça peut nous servir dans ce framework, l'apprentissage profond? Eh bien, nous, on s'en est servi pour apprendre la perception humaine, parce que dans des cas où il y a énormément d'éléments, donc là, ce n'étaient pas les éléments d'un monde virtuel, mais tous les éléments de ces dessins, et c'est des éléments qui ne sont pas tous pareils, mais qui sont autosimilaires. On pourrait imaginer que l'utilisateur veuille sélectionner un de ces petits cœurs, par exemple, et il veuille sélectionner à la fin à la fois tous les petits cœurs pour changer leur couleur ou pour les rendre plus grands. Comment on peut permettre finalement au système informatique de comprendre perceptuellement qu'est-ce que l'utilisateur veut sélectionner pour qu'il sélectionne tout ce qui ressemble, entre guillemets, ou tout ce qui va dans le même groupe? Et bien ça, par contre,
pour l'apprendre, il faut apprendre des choses qui sont liées à la perception humaine. Donc il n'y a pas tellement d'autres solutions, d'après moi, que d'apprendre sur un grand nombre d'exemples, d'où l'apprentissage profond avec des réseaux de neurones. Donc là, c'est un exemple de travail qu'on a fait avec des collaborateurs d'universités à l'étranger. Et finalement, une fois cet apprentissage fait, donc ça nous groupe automatiquement les choses qui sont similaires sur un dessin, en mélangeant des choses qui sont liées à la symétrie de placement, mais aussi aux formes qui sont similaires. Donc ça, on a pu l'apprendre. Dans beaucoup de cas, en fait, d'après moi, il suffit de mettre des connaissances ou d'apprendre sur des petits exemples. Je ne suis pas du tout pour une utilisation massive de l'apprentissage profond qui est très coûteux quand on peut s'en passer et faire autrement. Voilà, je m'arrête ici. Je voudrais remercier tous les étudiants qui ont travaillé avec moi et tous mes collaborateurs et bien sûr vous pour votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé très, très dense et très bien illustré. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci de votre exposé. Est-ce qu'il y a eu une contribution ou un apport par rapport à l'in-painting? Alors, par rapport à l'in-painting, donc l'in-painting, c'est en fait une technique qui permet de compléter des images 2D, d'accord ? Donc, nous, on l'a généralisé au 3D un petit peu dans ce que je vous ai montré quand on a tiré. Vous voyez, dans l'exemple où on avait notre distribution d'éléments de bosquets, d'arbres rouges et verts et qu'on tirait dessus. Donc ça crée des trous dans la distribution et on va rajouter, on va compléter. Donc ça, en quelque sorte, c'est une généralisation 3D de l'in-painting. Je n'ai pas travaillé directement sur l'in-painting, mais d'autres chercheurs de mon domaine ont contribué et c'est un problème qui est bien résolu à l'heure actuelle. Vous avez parlé donc de la validation du modèle. Comment on peut... quels sont donc les critères pour valider donc un modèle de synthèse avec la... Alors, c'est une excellente question. C'est une question qui est très importante pour l'informatique graphique. Alors, je vais vous répondre, tout dépend de l'application. Si le but, c'est en fait, par exemple, comme dans le loisir numérique, de plonger, d'immerger un utilisateur dans un monde et que ce monde lui paraisse plausible, forcément, la validation, elle va être perceptuelle. Est-ce qu'on perçoit ce monde comme quelque chose qui nous permet de nous immerger, d'y être, même si c'est un monde qui n'existe pas. Et donc, du coup, ces validations perceptuelles, on les fait grâce à des études utilisateurs, où on va travailler sur, par exemple, comparer les montagnes qu'on a générées avec des vrais terrains, avec le même rendu, et on va perceptuellement voir si on les valide. Dans d'autres cas, on a des scientifiques d'autres disciplines qui ont déjà validé dans leur discipline un modèle particulier, une propriété particulière de leur modèle. Dans ces bons cas, on pourra mesurer sur notre modèle de synthèse si ces propriétés sont ou pas respectées. Et encore dans d'autres cas, on travaille sur des outils de création qui sont à mettre dans les mains ou des artistes infographistes ou du grand public. Et dans ce cas-là, la validation, c'est est-ce qu'avec un logiciel autre, standard du commerce, est-ce qu'il aurait créé plus lentement ou plus vite ce qu'il a réussi à créer avec notre méthode. Une autre question ? Oui, par rapport aux gens qui utilisent des moteurs de jeu tels que Unity ou Unreal Engine, etc., vos images sont naturellement de bien meilleure qualité. Vous travaillez en C++ avec des bibliothèques à vous? Comment ça se passe? Alors ça dépend des applications, enfin ça dépend, disons, des sous-parties de la recherche. C'est-à-dire que certains de mes étudiants en thèse vont directement implémenter, comme dans l'exemple des cascades, en C++ OpenGL. D'autres, celui qui a fait l'animation de troupeau dont j'ai parlé en dernier, il utilise le moteur Unity, mais il rajoute des choses qui ne sont pas dans Unity, puisque le but, c'est pas... Voilà, après, les outils qui sont... de même que les gens qui créent les moteurs de jeux vidéo, les gens qui créent les systèmes de sculpture comme ZBrush, les gens qui créent Unity, ils prennent nos articles de recherche, ils les réimplémentent. De même, nous, quand on peut le faire, on prend leurs logiciels quand ils sont ouverts et on implémente dans leur logiciel, ce qui nous permet d'avoir tout ce qui est standard qui marche en standard. Donc, on fait des fois des plugins dans des logiciels existants. Voilà. J'ai une question peut-être un peu reliée. J'étais assez fasciné par les écosystèmes, notamment l'ampleur de toute la végétation. Est-ce que
tous ces modèles-là peuvent être régénérés à la volée, c'est-à-dire que si on est par exemple à l'échelle d'un personnage dans un jeu, quand on se promène, est-ce que la végétation va être régénérée à la volée ou ça doit être stocké à l'avance C'est une bonne question. Ouais. Alors, on a, dans tout ce qu'on a fait pendant toutes ces années, on a eu différentes solutions successives. J'ai déjà travaillé, donc on avait travaillé sur les prairies agitées par le vent, que je ne vous ai pas montré ici, et le monde virtuel, on n'était engendré que ce qu'on voyait. Et au fur et à mesure qu'on se déplaçait, les choses étaient engendrées à la volée au fur et à mesure où on les voyait. Dans ce qu'on a fait sur WorldBrush, EcoBrush, par contre, surtout EcoBrush, on avait un monde virtuel limité, où parce qu'en fait, on utilisait un moteur de rendu qui était séparé, Terragen, et donc du coup, on avait dû déjà générer la chose pour ensuite animer notre caméra et avoir le joli rendu dans le moteur Terragen à l'intérieur de ce qu'on a fait là. Mais c'est vrai que si on voulait vraiment généraliser un monde virtuellement illimité qu'on puisse explorer, ce serait vraiment bien de revenir sur les générations à la volée. A priori, les modèles le permettent. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir une sorte d'effet mémoire, il faut avoir une sorte de cache. Puisqu'il y a des tirages aléatoires au moment de la génération, si je regarde ici, je vois des arbres, de l'herbe, etc. Si je me retourne derrière, puis je fais ça à plusieurs reprises, je voudrais que chaque fois que je me retourne, je vois la même chose. Ouais. Donc il faut avoir une sorte de cache pour savoir là où on est déjà passé et garder exactement ce qu'on a vu là où on est passé. Mais c'est des choses qui nous intéressent, oui. D'autres questions? Bon, ben merci beaucoup. Écoutez, oui, merci beaucoup.